La première idée forte, c'est une idée positive, c'est-à-dire que la crise oblige à se reposer des questions sur la mobilité en France et ailleurs, enfin surtout en France, et effectivement à redessiner le paysage des innovations en matière de mobilité. Alors on la voit de plusieurs manières. D'abord, l'émergence de nouveaux modes en complémentarité du train, puisque le train est notre cœur de métier, mais en même temps nous nous préoccupons de plus en plus des premiers kilomètres, de la façon dont on rejoint les gares, etc. Et ça fait émerger des priorités nouvelles sur les modes doux, sur les vélos électriques, les voitures hybrides, les taxis collectifs, les minibus à haut niveau de service. Donc toute une gamme finalement de produits complémentaires au train. Donc c'est une fantastique opportunité de nouveaux business, de nouvelles activités, et en même temps ça dope les transports collectifs. Donc ça c'est un point extrêmement positif. Le deuxième, et il ne faut pas bouder notre plaisir, c'est que ça remet en selle, si j'ose dire, en légitimité les transports publics en France. Et on voit bien que la loi Grenelle 1 a dit un certain nombre de choses ambitieuses sur le déploiement des transports collectifs, à la fois régional et à la fois interrégional avec le réseau des lignes à grande vitesse. Et donc, nous, on espère bien sûr que le 21e siècle sera celui du renouveau, quelque part, du train et des transports collectifs, parce que l'énergie va se renchérir inévitablement et parce que la pression sur le carbone ne peut être que croissante dans les années qui viennent. Je suis plutôt optimiste, ça ne se fera pas simplement, ça ne se fera pas sans contrainte, ça ne se fera pas sans mini-crise. Et ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on change les comportements des gens. Donc il y a aussi de l'éducation à faire, il y a beaucoup de prosélytisme à faire. Ça fait partie aussi des actions que l'on mène vis-à-vis des jeunes, des scolaires, etc., pour leur apprendre les enjeux de la mobilité de demain, pour leur apprendre les meilleures manières d'utiliser des alternatives aux modes les plus polluants en tout cas. Et c'est quelque chose je veux dire, qui nous rend plutôt optimistes, en tout cas pour l'avenir. Même si, effectivement, ne nous leurrons pas, les changements seront lents parce que les habitudes sont prises, parce que les modes de vie sont ce qu'ils sont, parce que l'urbanisme est le fruit de dizaines d'années, probablement d'erreurs sur l'étalement urbain, etc. Mais les changements sont quand même inéluctables. C'est peut-être absurde, mais on est dans la magie. Si je comprends bien, peut-être qu'il faudra donner aux gens des comptes carbone, il faudra les inciter à être plus rationnels dans leur comportement. Et quelque part, alors des incitations qui peuvent être plus ou moins positives, plus ou moins négatives. On a vu les effets de la taxe carbone quand la pédagogie n'est pas suffisante. Mais je crois que ça sera un des moyens quand même de responsabiliser les gens que de savoir quel est leur impact individuel ou familial finalement sur le réchauffement de la planète en sachant quels sont les gaz à effet de serre qu'ils rejettent eux-mêmes. Et au-delà d'un certain seuil, boum, une taxe? Ben, je crois qu'il faudra les inciter d'une manière ou d'une autre à limiter effectivement leurs émissions. Mais je suis assez confiant par la pédagogie, les gens sont capables de changer d'attitude, de changer de comportement, sous réserve que des solutions alternatives existent. Et là aussi que peut-être les pouvoirs publics, mais comme d'autres, finalement, offrent des alternatives crédibles dans les comportements. Donc au-dessus du seuil, une taxe, et en dessous du seuil, des bons, des billets de train gratuits. Peut-être des bonus, je ne sais pas si ça sera des billets de train gratuits, mais en tout cas, il faudra trouver effectivement quelque chose de positif pour les gens.